Bienvenue au Festival d'Annecy et aujourd'hui on a la chance d'être avec Shinazuke Yakuwa et on va vous parler de Toto-chan, la petite fille à la fenêtre, qu'on a eu l'occasion de voir en sélection officielle et qui nous a tout particulièrement touchés. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cet animé japonais, c'est un film qui nous met au cœur de la Seconde Guerre mondiale et qui va faire se mêler la petite et la grande histoire avec un grand H, avec d'abord l'histoire d'une jeune fille qui va aller dans une école un peu spéciale puisqu'elle a un caractère bien trempé, et également le cadre de la Seconde Guerre mondiale qui va venir bouleverser sa vie personnelle. Alors première question, peut-être, qu'est-ce qui vous a amené à traiter ce sujet spécifique qui est quand même assez personnel? J'ai commencé à réfléchir à ce projet en 2016, à une époque où l'actualité internationale était dominée par la guerre civile en Syrie et ses nouvelles quotidiennes d'enfants victimes du conflit. Au Japon, c'est l'année où s'est produite une attaque criminelle et mortelle sur un centre de personnes handicapées. Les victimes avaient été attaquées au couteau, et pour moi, c'est l'époque où je suis devenu parent. Le fait d'accueillir mes enfants m'a amené à me poser des questions de manière plus pressante, notamment sur le type de société dans lequel je souhaitais vivre et où mes enfants pourraient grandir sereinement. J'avais un profond attachement à la paix et le désir de lutter contre les discriminations à l'encontre des personnes handicapées. Je me demandais comment je pouvais faire pour porter ce message universel. C'est dans ce contexte que j'ai découvert le livre Toto-chan de Tetsuko Kuroyanagi. C'est son autobiographie et ses souvenirs d'enfance durant les années de guerre au Japon. Son livre raconte l'amitié qu'elle a pu développer avec ce petit garçon atteint de polio. Il m'a semblé que traiter ce récit par l'animation pourrait peut-être permettre de renouer avec l'empathie. Effectivement, il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant avec ce jeune garçon qui est atteint de polio. C'est en fait la symbolique de l'image qui va se mêler au message lui-même, puisqu'en fait, il va y avoir des moments où l'animation va se libérer. Et il y a plusieurs scènes qui vont adopter des styles assez audacieux, je pense, pour l'animation japonaise, notamment un moment où il va nager, où il va en fait gagner en liberté de mouvement, où il va un petit peu revivre. Comment vous avez travaillé et comment vous avez choisi d'adopter ces styles graphiques qui sont, à mon sens, assez originaux pour un animé japonais et qui sont du coup très liés à l'émotion véhiculée à l'image. Comme vous venez de le relever, il y a dans cette scène une imagerie qui dépasse et va au-delà de ce que peuvent essayer de transmettre les mots ou les concepts. Il y a quelque chose qui passe par le langage direct du dessin. J'ai confié cette scène à un animateur particulier, Kunio Kato. On peut dire qu'il est issu de l'animation d'auteur. Il a réalisé des courts-métrages indépendants et il avait d'ailleurs remporté le Grand Prix à Annecy il y a quelques années. Il a réalisé un travail absolument magnifique, en termes de dessin comme de couleurs. Cette scène a un rayonnement considérable. Beaucoup de gens parlent d'elle, et ça me réjouit, car l'animation indépendante permet de se libérer des carcans et idées reçues des productions plus commerciales japonaises. Il m'a semblé que ce choix artistique correspondait bien à l'esprit porté par cette école Tomoe. En basant la pédagogie sur la personnalité de chaque enfant, cela leur permet de s'épanouir. C'est l'esprit de cette école qu'on a réussi, je pense, à représenter dans cette scène. Je suis d'accord, il y a également cette première scène qui, à mon sens, se libère et qui est très symbolique, où on ne s'attend pas forcément à voir l'image changer de style à ce moment-là. C'est quand la jeune fille, qui est du coup, on ne va pas dire capricieuse, elle a en réalité une personnalité bien à elle, et ce qui nous montre, moi je suis aussi enseignant dans la vraie vie, que des fois le cadre n'est pas forcément, il est trop étriqué en réalité pour les individus pour s'exprimer, pour avoir leur propre liberté. Et comme toutes les petites filles, ou comme en tout cas beaucoup d'enfants, elle a des rêves. Elle a des rêves et elle aura des désillusions. Et son rêve, c'est le train, qui est une figure en fait un petit peu de l'enfance. Et cette scène, tout particulièrement, qui est un peu crayonnée pastel, est-ce que ça représente pas aussi un petit peu l'enfance, l'innocence, puisqu'en fait, petit à petit, ces différents moments clés de l'animation vont basculer vers quelque chose de plus sombre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée d'un âge d'or du Japon d'avant-guerre, avant que la guerre ne s'infiltre partout? Vous pointez des choses intéressantes. Je crois effectivement que le fait que cette école ait pour cadre des anciennes voitures de train contribue à donner envie d'apprendre. Ce sont ces mêmes wagons qui seront brûlés dans les bombardements. C'est au départ le déclic qui donne à la fillette la volonté d'intégrer cette école. C'est aussi l'idée du directeur d'utiliser et réutiliser ces anciens wagons pour en faire des classes. C'est une invitation à se libérer pour les enfants. L'idée de choisir ce rendu au crayon de couleur avait pour objectif de permettre aux spectateurs, et notamment aux adultes, de jeter un coup d'œil à l'intérieur de la tête de la petite fille. Tous les enfants en bas âge ont une imagination débridée. Ce n'est qu'au fil du temps et avec l'âge qu'on finit par oublier tout ça.
Petit à petit, les adultes deviennent incapables de comprendre ou d'imaginer ce que les enfants pensent dans leur tête. Et donc, à mon sens, c'était une façon de permettre aux grandes personnes de retrouver leur imagination d'autrefois. C'est intéressant parce qu'on retrouve aussi une phrase que j'ai trouvée très belle dans le film. À un moment, elle essaye de faire grimper son ami atteint du coup de polio sur un arbre. C'est une scène qui est absolument magnifique. Et après, il commence un petit peu à disserter sur l'irruption finalement de la technologie, puisque c'est à ce moment-là qu'on parle de l'arrivée de la télé aux États-Unis. Et ils sont en train d'échanger. Et elle lui dit, peut-être qu'un jour, toi aussi, tu seras dans une boîte. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée de nostalgie que je trouve assez juste, moi-même en tant qu'enseignant, c'est-à-dire que notre époque est gouvernée par la technologie, de plus en plus, partout, tout le temps, à n'importe quel instant, l'hyperconnexion. Et là, quand on voit cette éducation-là, le rejet, forcément, pas forcément être habillé, enfin, je veux dire, on les laisse jouer, on les laisse découvrir leur corps, on les laisse avoir un peu de la marge de manœuvre. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui est permis parce qu'on n'est pas diverti par cette technologie qui s'immisce partout et qui finalement nous influence. Je pense aussi naturellement en ce moment, vous évoquez bien des conflits qui ont pu vous inspirer et qui ont pu inspirer aussi ce film. En Syrie, également, on pourrait parler aussi de la Russie actuellement, Israël, Palestine. Le nerf de la guerre là-dedans aussi, c'est toujours ce nationalisme et cette idée qui va emporter les peuples vers autre chose et les détourner finalement de choses assez simples. Merci d'évoquer ce passage. Lorsque j'ai lu le livre, j'ai trouvé que c'était l'un des plus beaux moments. C'est pour représenter cette scène que je me suis lancé dans ce projet. L'animateur qui a animé cette scène, c'est monsieur Okano Chinko, un ancien de Feu Télécom. Je le connais de longue date. C'est lui qui avait assuré le travail de mise en scène sur les films Doraemon que j'avais réalisés. C'est quelqu'un en qui j'ai une grande confiance. Vous évoquiez le poids des systèmes technologiques et de l'influence qu'ils exercent sur nous aujourd'hui. Dans Toto-chan, c'est vrai qu'on décrit une époque où l'influence de la technologie était moindre. Moi-même, j'élève des enfants et je suis conscient de l'influence néfaste des réseaux sociaux sur eux, et même d'Internet en général. J'essaie de passer du temps avec eux pour ne pas les laisser trop au contact de ces médias. En réalité, le poids de ce système médiatique engloutit aussi les adultes, pas seulement les enfants. Chacun navigue sur ces océans numériques avec une sorte d'ego démesuré et des fantasmes qui finissent par nous posséder. On est totalement dominé par ces systèmes technologiques qui sont le plus souvent instrumentalisés. Durant la Seconde Guerre mondiale, on se souvient comment les nazis ont utilisé le cinéma à des fins propagandistes. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui tentent de faire de même avec ces technologies-là, alors qu'elles sont encore plus pernicieuses et difficiles à contrer aujourd'hui. De nos jours, c'est devenu très difficile d'y échapper et de ne pas faire l'objet de manipulations. Je suis d'accord avec vous, et il y a également cette idée qu'on retrouve avec le téléphone portable. On dit régulièrement que le téléphone portable, c'est une fenêtre sur le monde, mais en réalité qui est particulièrement étriquée. Rappelons quand même que le titre du film, c'est Toto-chan, la petite fille à la fenêtre. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée aussi de se dire que cette œuvre, c'est quand même avant tout une ode, une fable et une invitation à l'altérité? Tout à l'heure, j'évoquais la guerre civile en Syrie. Si on revient quelques années en arrière, on a tous un souvenir de ce qui s'est passé au début des années 2010 avec les printemps arabes. Les outils numériques qui ont joué un rôle fondamental en servant de moyens de communication, tout en portant les manifestations pour la démocratie. Tout le monde avait en tête à quel point les réseaux sociaux et la technologie pouvaient avoir une incidence positive sur la société. On a vu ensuite le phénomène inverse se produire. Aujourd'hui, les fake news sont de plus en plus courantes. Dans la scène où Toto-chan et son ami atteint de polio discutent en haut de l'arbre, il parle de la télévision comme d'une sorte de boîte magique. Cette femme, évoquée lors de ce passage, est une personnalité très célèbre au Japon. Elle n'a jamais cessé de penser que la télévision était un outil qui pouvait apporter la paix. Dans son émission télévisée, elle continue d'œuvrer à sa hauteur. Elle a été pendant de longues années ambassadrice de l'UNICEF. Elle a accompagné des projets de documentaires offrant toutes sortes de regards sur le monde. Par exemple, sur la misère qui peut exister aux USA. Ce sont des choses que les Japonais n'imaginaient pas forcément. Tous les ans, elle consacre aussi une émission pour aborder la question des bombardements atomiques sur Hiroshima. À ses yeux, la télévision reste aujourd'hui encore un outil pour promouvoir la paix. Tout cela nous amène à la conclusion que ces outils sont, selon la personne qui s'en sert, aussi bien des outils bénéfiques que maléfiques. On le voit bien aujourd'hui avec les détournements générés par l'IA.
Je peux en parler selon ma propre expérience. Le cinéma est typiquement un langage qu'il faudrait utiliser à des fins bénéfiques. Même si notre impact est limité, pour moi, le fait que ce film soit présent au Festival d'Annecy, c'est une manière d'essayer de faire passer un message. À l'avenir, je compte poursuivre cet effort qui s'attache à utiliser les outils dont on dispose dans un but positif pour la société. Je suis d'accord aussi. Ça me rappelle juste une dernière situation pour conclure de Godard qui disait, donc, grand réalisateur français, que en fait, à la télévision, on baisse la tête, au cinéma, on lève la tête.